Grands écrivains, grandes conférences, Philippe Garby, Clotilde Pivin. Cette semaine, les classiques. Bonjour, c'est de Jean-Jacques Rousseau évidemment, qu'il sera question aujourd'hui. Jean-Jacques, dit Sacha Guitry dans la première mission que l'on va entendre. Quand parle-t-il de Jean-Jacques Rousseau ? La fiche correspondant à l'enregistrement est vague. Seule l'année est précisée, 1943. Et cela est en soi un renseignement essentiel. On ne sait pas du reste si cette causerie, plus précisément si ce monologue a été diffusé, et sur quelle radio. On ne sait pas non plus qui étaient les hommes d'une très vive intelligence, selon lesquels Jean-Jacques était responsable des malheurs actuels de la France. Sans doute vaut-il mieux ne pas trop imaginer ce qu'étaient alors pour les convives en question les malheurs de la France. Reste Guitry et sa défense de Jean-Jacques. Après lui, comprenons, après ce plaidoyer pour Rousseau, viendra une émission signée Denise Santor et Roger Pilaudin, diffusée, elle, en mai 1962, intitulée « Anniversaire Jean-Jacques Rousseau, scandale du contrat social ». Tout de suite, des histoires et de l'histoire, Sacha Guitry parle de Jean-Jacques Rousseau, monologue enregistré en 1943. Jean-Jacques. Je me trouvais récemment à dîner avec des hommes d'une très vive intelligence et qui donnaient à chaque instant, quel que soit le sujet de la conversation, des témoignages évidents de leur clairvoyance. Quand tout à coup l'un d'eux, journaliste éminent, crut devoir attaquer Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Rousseau, né en 1712, mort en 1778, l'un des plus grands écrivains qui ait jamais existé. Or, figurez-vous que de cela précisément il n'était pas question. Non, son génie n'était pas mis en cause. Il s'attaquait à ses idées, à ses opinions, à ses principes et à son influence, mais son génie, d'un geste, il l'écartait. Il ne s'agissait pas de son génie. Et j'en étais abasourdi. Oui, l'idée que l'on pouvait tenter d'écarter le génie d'un grand homme pour pouvoir le juger plus à l'aise, cette idée me semblait singulière au possible, et je dois bien le dire, d'une extrême cocasserie. Soutenu par la plupart des convives présents, il prononça enfin ces mots. Jean-Jacques est responsable de nos malheurs actuels. Et je vis dans ses yeux qu'il le pensait absolument. Je ne m'inclinai pas devant une telle opinion exprimée en termes aussi formels, et pour ne point compromettre la fin d'un repas qui avait été des plus cordiaux, je demandai à mon interlocuteur la permission d'envisager la chose sous un autre angle, et je posai la question suivante. Puisque vous accordez à un grand écrivain le pouvoir de déterminer des événements aussi considérables que ceux que nous vivons actuellement, comment se fait-il que la France n'ait pas alors plus de considération, plus de respect, plus de tendresse pour ces grands hommes, grands écrivains, grands philosophes, grands poètes? En un mot, pourquoi la France dédaigne-t-elle de leur vivant l'opinion des grands hommes, puisqu'elle veut bien reconnaître après leur mort qu'ils ont eu telle influence bienfaisante ou néfaste? Pourquoi les grands hommes, en effet, ne jouent-ils aucun rôle politique dans leur pays? Pourquoi ne sont-ils reconnus importants que par ceux dont ils contrecarrent les entreprises? Pourquoi Lavoisier, par exemple, jugé digne d'être guillotiné en 93, n'avait-il pas été précédemment jugé digne de donner des conseils à son pays? Et c'est pour avoir été précisément dédaigné que tant de grands hommes sont devenus maussades ou bien ironiques, en un mot réfractaires et méprisants eux-mêmes. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, prétend le Panthéon. Il conviendrait plutôt de dire aux grands hommes la patrie tardivement reconnaissante. Car ne dirait-on pas en effet qu'elle attend parfois même leur mort pour les glorifier? Et Oscar Wilde n'avait-il pas raison quand il écrivait « Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles ». La conversation ayant pris un autre tour, on voulut bien me demander pour quelle raison j'adorais à ce point Jean-Jacques. C'était comme un défi, et comme il est extrêmement agréable d'être défié quand on aime, ce fut une joie pour moi d'en donner les raisons. Ce qui passionne, émeut, subjugue chez Jean-Jacques, c'est moins peut-être le mécanisme de son cerveau que cette mélodie absolument miraculeuse qu'il compose avec des mots. Mots qui jamais n'ont l'air d'avoir été choisis, mots qui ne semblent pas avoir d'équivalent. Il y a des heures où l'on préfère à tout Jean-Jacques, comme il y a des minutes où rien n'est plus délectable au monde qu'un peu d'eau vive prise à sa source et qu'on porte à ses lèvres au creux de ses mains jointes.
Il est fort émouvant que des personnes illustres soient appelées par leur prénom, et le soient par des gens qui, de toute évidence, ne les ont pas connus. Témoignage en effet d'une tendresse dont tout respect n'est pas exclu, et je dis bien alors qu'elles sont appelées, je devrais dire élues. Quand il parle de Marceline des bords de Valmore, les poètes entre eux aiment à dire Marceline, et c'est charmant. Il est vrai d'ajouter qu'un prénom peu commun facilite la chose. Il n'y a qu'une Marceline, et il en va de même lorsque deux prénoms se trouvent accouplés. Jean-Sébastien, c'est Bach, et Paul-Louis, cela ne peut être que Courrier. Cette familiarité est plus significative encore à l'égard de Jean-Jacques Rousseau. Celui-là, on l'appelle Jean-Jacques afin contre son gré de s'en faire un ami. On ne regrette pas qu'il soit mort, on en profite. On en profite pour prendre avec lui certaines libertés qu'on ne se serait jamais permises de son vivant. Quand on l'appelle Rousseau, Rousseau tout court, c'est qu'on a eu à s'en plaindre en le lisant la veille. Alors on dit Rousseau pour faire croire qu'on s'est brouillé avec Jean-Jacques. Ce qui augmente d'un degré fâcheux, mais d'un degré pourtant l'intimité voulue. On en est au fond désolé, car n'être pas d'accord avec un grand homme, voilà qui est bien plus ennuyeux pour soi que pour le grand homme. Mais ces dissentiments sont de courte durée. On n'a qu'à le reprendre quelques pages plus loin pour être de nouveau repris. D'ailleurs, l'on s'aperçoit d'un jour qu'il est le seul écrivain peut-être dont on peut apprécier le génie alors même qu'on ne partage pas ses idées et ses goûts. Et cela tient à ce que Jean-Jacques possède la faculté quasi divine de combler 1000 désirs secrets. Il enchante, et quand le charme opère, il semble vous aimer et vous avoir choisi pour aller dans son ombre en quelques lieux déserts et gravir lentement des sentiers assez rudes. Tout ce qui peut venir d'un grand homme est relique, mais toutes les reliques n'ont pas le pouvoir de s'adresser au cœur. Celles de Napoléon sont sacrées et l'on ose à peine y porter la main, tandis que l'on caresse avec émotion ce qui fut à Jean-Jacques. Tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a touché, reste à jamais touchant. Sa montre, ses manchettes, sa tabatière, les paysages qu'il aima, les maisons qui furent siennes, oui, tout et parfois même jusqu'aux mots dont il s'est servi. Aucun grand écrivain, quelque génie qu'il est, ne peut dire d'un mot que ce mot est à lui. Mais les mots assemblés par un homme de goût deviennent en quelque sorte sa propriété. Ainsi l'on peut dire que le verbe formé aussi bien que les mots exemple, imitateur et entreprise n'appartiennent à personne. Chacun de nous peut se flatter en écrivant de former une entreprise. À la page suivante, il peut prétendre que cette entreprise n'eut jamais d'exemple. Il peut même ajouter 15 lignes plus loin qu'elle n'aura pas d'imitateur. Mais qui oserait se permettre d'écrire « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple ». Privilège inouï, mais qu'on le veuille ou non, ces 4 mots placés dans cet ordre-là sont à Jean-Jacques désormais. Autre prodige encore, il n'est pas nécessaire de lire entièrement une phrase de lui, d'en connaître l'issue, même d'en percevoir le sens pour en être charmé déjà. Il possède en effet l'inestimable don de complaire à l'esprit comme on plaît à l'oreille. Et le prodige est tel que les mots qu'il emploie sont agréables aux yeux. Et, merveilleuse illusion, il semble en le lisant qu'il est en train d'écrire. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est trouvé des gens, et qu'il s'en trouve encore, pour discuter son style. Pauvres gens, quand lui-même en a si bien parlé, il a dit, toutes les fois qu'à l'aide d'isolécisme, je pourrais m'expliquer plus fortement ou plus clairement, je ne balancerai point. Pourvu que je sois bien compris des philosophes, je laisse volontiers les puristes courir après les mots. Je vais plus loin et je soutiens qu'il faut quelquefois faire des fautes de grammaire pour être plus lumineux. C'est en cela que consiste le véritable art d'écrire. N'avez-vous pas observé d'ailleurs que toute controverse au sujet de Jean-Jacques est oiseuse et que c'est perdre son temps que de le discuter? À la 357e et dernière page d'un livre tout entier composé contre lui, Jules Lemaître nous déclare qu'il quitte Rousseau, avec une horreur sacrée devant la grandeur et le mystère de son action sur les hommes. Eh bien, cette déclaration finale annule, à mon avis, les 356 pages qui précèdent. Et pour finir, voici entremêlées quelques phrases, quelques pensées, quelques mots de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Conscience, instinct divin qui rend l'homme semblable à Dieu. Jean-Jacques Rousseau. Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Voltaire. Sans être ce qu'on appelle un beau garçon, j'étais bien pris dans ma petite taille, j'avais un joli pied, la jambe fine, l'air dégagé, la physionomie animée, la bouche mignonne avec de vilaines dents, les sourcils et les cheveux noirs, les yeux petits et même enfoncés, mais qui lançaient avec force le feu dont mon sang était embrasé. Malheureusement, je ne savais rien de tout cela, et de ma vie, il ne m'est arrivé de songer à ma figure que lorsqu'il n'était plus temps d'en tirer parti. Jean-Jacques. Voltaire fut statufié de son vivant. Une souscription nationale s'était ouverte à ce propos. Il dit alors, fort bonne idée, car c'est un encouragement à l'étude de l'anatomie que de souscrire à la statue d'un squelette. Vous êtes bien folles, vous autres femmes, de vouloir donner de la consistance à un sentiment aussi frivole et aussi passager que l'amour. Et de quel droit prétendez-vous être aimé aujourd'hui parce que vous l'étiez hier? Gardez donc le même visage, le même âge, la même humeur, soyez toujours la même, et l'on vous aimera toujours si l'on peut. Mais changer sans cesse et vouloir toujours qu'on vous aime, ce n'est pas chercher des cœurs constants, c'est en chercher d'aussi changeants que vous.
Jean-Jacques. Chez Madame du Châtelet, dans son boudoir, Voltaire disait à un tout jeune homme, « Mon enfant, n'oubliez jamais que toutes les femmes sont des catins. »« Oh, toutes !» fit Madame du Châtelet outrée. « Madame, dit Voltaire, il ne faut pas tromper l'enfance. » À l'issue de la représentation du devin du village, quelqu'un demandait à Jean-Jacques, « Voulez-vous me permettre, monsieur, de vous faire mon compliment ?»« Mais oui, monsieur, s'il est bien fait. » Voltaire venait de faire paraître un livre et celui-ci faisait grand bruit. Il écrivit à d'Alembert, « Dès qu'il y aura le moindre danger, je vous demande en grâce de m'avertir afin que je désavoue l'ouvrage dans tous les papiers publics avec ma candeur et mon innocence ordinaire. Le seul qui fait sa volonté est celui qui n'a pas besoin pour la faire de mettre les bras d'un autre au bout des siens. Jean-Jacques. J'ai toujours fait une prière à Dieu qui est fort courte. La voici. Mon Dieu rendait nos ennemis bien ridicules. Et Dieu m'a exaucé. Voltaire. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Jean-Jacques. Il faut que le plaisir de gouverner soit bien grand, puisque tant de gens veulent s'en mêler. Voltaire. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Jean-Jacques. Voltaire écrit à Madame du Deffand. « Il me semble que je vous avais conseillé de vivre uniquement pour faire enrager ceux qui vous payent des rentes viagères. » Rousseau écrit à la marquise de Verdelin qui venait de perdre son mari. « Vos regrets sont bien légitimes, madame. Ce que vous me marquez les derniers moments de monsieur de Verdelin prouve qu'il vous était sincèrement attaché. Cependant, moi qui sais combien vous êtes bonne mère, et qu'en le perdant vous avez pour ainsi dire acquis vos enfants, tout ce que je puis faire en cette circonstance par respect pour votre bon cœur et pour sa mémoire est de ne vous pas féliciter. Je ne sais si ma tête est jeune, mais mon corps est bien vieux. Si je ne m'amusais pas à faire des testaments, je serais bientôt mort d'ennui. Voltaire. Seul pour le reste de ma vie, puisque je ne trouve qu'en moi la consolation, l'espérance et la paix, je ne dois ni ne veux plus m'occuper que de moi, Jean-Jacques. Je m'arrêterai un instant de mourir, s'il me venait un bon mot ou une bonne idée, Voltaire.